Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes en pleine période de canicule. C'est compliqué de mener un entraînement structuré avec ces fortes chaleurs, ces nuits où l'on récupère plutôt mal et dans le temps cette période de coup de chaud sur la France qui dure et qui vous empêche peut-être d'écouter les podcasts. Alors profitez de ces moments au frais pour rattraper votre retard, même si je sais que pour certains le moment de la sortie en course à pied rime avec l'écoute des épisodes. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Et si la réussite sportive ne se mesurait pas uniquement en kilomètres, en watts ou en chrono? Dans cet épisode du podcast À côté de mes pompes, j'accueille Benjamin Elias, coach en course à pied, trail et triathlon, connu sur les réseaux sous le nom de Sportif du Dimanche. Alors derrière cette appellation volontairement décalée se cache une philosophie rafraîchissante, être rigoureux dans l'entraînement sans oublier de profiter de la vie. Alors avec Benjamin, nous revenons ensemble sur son parcours, de ses débuts dans le sport à son installation comme coach après un burn-out professionnel au moment du Covid, en passant par cette année à La Réunion qui a profondément transformé sa vision de la montagne et de l'endurance. Et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai fait sa connaissance à travers les réseaux et j'ai eu le plaisir, lors du Marathon pour tous, de rencontrer et de côtoyer Benjamin qui faisait partie de la même team média au sein de notre petit groupe de préparation vers cet objectif olympique. Benjamin, dans cet épisode, nous partage son expérience de préparation de son premier Ironman il y a environ un an du côté des Sables d'Olonne, les coulisses également de l'accompagnement à distance et de sa conviction qu'il n'est pas nécessaire d'être un champion pour bénéficier d'un coaching personnalisé. Alors cette conversation est authentique, sans langue de bois, et elle va vous parler, que vous soyez coureur débutant ou sportif expérimenté. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de mon épisode avec Benjamin Elias, de Sportif du Dimanche à son premier Ironman. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Benjamin, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors je reçois dans cet épisode un sportif du dimanche, c'est comme ça que tu te fais appeler sur les réseaux. Alors sois le bienvenu et je vais te laisser te présenter pour que les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bien le bonjour Seb, merci beaucoup pour l'invitation et puis content de pouvoir enfin échanger et enregistrer ce podcast parce que je te suis depuis un bout de temps et je crois qu'on se suit mutuellement depuis un bout de temps, voire tes débuts. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté et de pas être d'être celui que je vais écouter pendant les sorties longues. Donc ça fait plaisir, merci pour ça. Moi c'est Benjamin, coach en triathlon, trail et course à pied. Je fais ça depuis maintenant 5 ans et sportif du dimanche, c'est pour l'aspect aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. J'aime bien mettre un petit coup de pied dans les clichés que le sportif est forcément relou, ne fait que manger des électrolytes et boire des gels ou l'inverse. Et c'est ça qui me plaît globalement. J'aime bien avoir un équilibre entre la vie amicale, perso à côté, qui inclut des barbecues et des soirées ou familiales, et l'aspect qui
qui je trouve est bien représenté par l'apéro et l'aspect entraînement où il faut quand même être un peu rigoureux, investi ou en tout cas un peu sur des certes les compètes ou les dossards qu'on prend, au-delà du 10 kilomètres, c'est compliqué de le faire à moitié pour le coup. Donc il faut quand même y mettre un petit peu de cœur. Donc on fait d'abord l'entraînement, on est rigoureux à l'entraînement et ensuite on peut être rigoureux à l'apéro pour décompresser, globalement. Alors Benjamin, aujourd'hui, donc tu accompagnes des personnes en course à pied, en trail, en triathlon. Est-ce que tu as toujours été un pratiquant de ces sports d'endurance ou pas du tout? Alors pas forcément des sports d'endurance quand j'étais plus jeune. J'ai toujours fait du sport. C'était une valeur et une volonté de mes parents, et puis j'étais un peu hyperactif étant minot donc forcément il fallait m'occuper ou me vider un peu de mon énergie, sinon c'était ingérable et du coup j'ai toujours fait des sports, mais pas forcément des sports d'endurance. Il y a eu, du ping-pong, du tennis, du multisport, du judo, de la natation et après ado, j'ai commencé avec le DH. C'est le premier pas d'entrée, le downhill, donc le vélo de descente et j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher et que je pliais trop de vélo ou je me blessais un peu trop, parce qu'à faire des soleils dans des arbres, bah, forcément, ça coûte en matos et en points de vie et en ossature. Donc mes parents m'ont dit: «Bon, bah, on veut pas que tu meures» parce que j'avais pas trop de limites. Du coup, c'est mieux de faire autre chose et je me suis orienté vers l'athlétisme. J'ai commencé par, l'école d'athlétisme de base, donc faire des haies, du lancer, bah, pas plus du tout. J'ai détesté, cet univers-là et ce sport-là. Par contre, j'ai adoré et je voyais l'autre partie du club qui préparait de l'endurance et je suis allé parler avec deux trois personnes du club, le CCR 92, s'il y a des Clermartois qui connaissent ce club, qui est un gros club, du 9-2. Et du coup, ils m'ont donné envie, ils me parlaient de leur prépa marathon et cetera et c'était quelque chose qui m'avait toujours fait vibrer et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, tenter?» Alors j'étais assez jeune et je me suis lancé direct sur mon premier marathon, comme ça, à blanc, à 18 ans, tête baissée, tout droit, histoire de le faire et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc depuis que j'ai 18 ans, j'ai aujourd'hui 31 ans. Du coup, ouais, ça va quand même faire, entre si on inclut le l'EDH, l'athlé et les premières années, ça va faire plus de 17 ans que je pratique des sports, de type vélo ou course à pied, pour le coup. Aujourd'hui, tu préfères quand même les chemins, les sentiers, la montagne que la course sur bitume? Oui, pour l'aspect, décorrélé des statistiques, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes et de triathlon. J'ai commencé par d'abord la route, puis après le triathlon et enfin le trail et c'est vrai que dans la route ou dans le triathlon, il y a une présence, une omniprésence de la data, que ce soit on traque sa FC, on traque ses watts, on traque, son temps, son volume d'entraînement à la semaine, les sorties, tout est un peu cadré et millimétré assez rapidement et c'est vrai que c'est pas forcément, un plaisir. J'aime bien aussi partir juste avec des potes. On rejoint le côté très, animal social, où j'aime bien juste, le truc un peu débile aussi, où on va se mettre une cartouche parce que il y en a un qui a décidé à vélo de lancer une attaque et comme des teuteux, on va tous le suivre et on va se mettre un énorme tir ou en course à pied et qu'il y a pas forcément une séance structurée. Alors évidemment, d'un point de vue coach, on progresse plus dans un plan d'entraînement structuré avec des cycles et cetera. Mais je trouve que je prends plus de plaisir, moi, à sortir de cette data. Ça m'étouffe un petit peu à titre personnel dans ma pratique quand je rentre et que, par exemple, je fais des 15 bornes et que j'arrive à me dire: «Putain, la séance, elle était pas rentable, elle était pas bien, la séance». Alors que j'ai fait 15 bornes, j'ai couru 15 bornes, je me suis mis une cartouche, mais pas assez pour que le cardio passe dans les zones. Je suis: «Putain, on oublie que faire 15 bornes, c'est déjà bien, quoi» et du coup, ce côté data m'a un peu, je suis arrivé à un stade où ça m'a un peu saoulé et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé dans le trail, c'est qu'on retrouve un petit peu de data ou en tout cas de gestion, mais elle est vraiment très périphérique, elle arrive en second. C'est d'abord toi, la gestion de ton effort et profiter des paysages, des courses. Tu t'inscris sur une course avant tout parce que tu as envie d'aller voir le sommet, parce que tu as envie d'aller voir les paysages, parce que tu as envie de découvrir cette montagne-là, ce lieu-là et pas forcément pour mettre un chrono. On ne demande pas ton chrono quand tu dis: «J'ai fait, la Saint-Élion, c'est hors scope, mais par exemple, quand tu dis: «J'ai fait, l'UTMB», on ne demande pas spontanément ton chrono. On demande plutôt: «Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que c'était beau, les paysages, la météo?» C'est ça qui m'intéresse plus maintenant. Est-ce que cet attrait du trail vient de ton séjour
pendant le Covid sur, l'île de la Réunion. Évidemment, on a eu la chance et on a pris c'est ma femme qui m'a poussé à faire ça. Elle travaillait à Bichat à l'époque à Paris. Moi, j'étais ingénieur et il y a eu le Covid qui est arrivé. Ça faisait un bout de temps que j'étais plus, spécialement, épanoui dans mon travail. Elle s'est mangé la vague Covid pleine tête au pôle Bichat qui était le centre européen de traitement, du Covid, enfin d'analyse du Covid, de ce qu'on découvrait à ce moment-là. Donc elle a fait des journées, que je souhaite à personne, qui étaient assez intenses, pour une paye qui était vraiment toujours pas ouf et le problème des infirmières et du coup, elle est rentrée un soir éreintée, épuisée. Moi, je faisais pas grand-chose, j'étais au début de chômage technique à la maison, donc je tournais en rond, à la maison et elle était épuisée. Elle me fait: «J'en peux plus, on va pas tenir, viens, on se casse à La Réunion». Je fais: «Feu, il faut faire quoi? On y va, pas de souci, j'ai rien d'autre à faire, actuellement, il se passe rien, nulle part. Vas-y, feu, qu'est-ce qui nous en empêche? C'est quoi les leviers qu'il faut actionner?» On est parti et une fois qu'on a été là-bas, c'est impossible de pas faire ne serait-ce que de la rando ou du trail ou si tu vas à La Réunion, que tu fais pas de rando ou de trail, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de 80 du potentiel de l'île et du coup, bah, on l'a arpenté en courant, en roulant, en nageant, en grimpant, en marchant, on a fait toute l'île, tous les sentiers, sur 1 an et ça m'a évidemment, donné le goût, j'avais déjà le goût de l'effort d'endurance, mais là, ça m'a donné le goût de la montagne et c'est tellement beau et intense. Elle porte bien son nom, l'île Intense. Alors ça n'a pas été juste qu'une découverte de ce trail, ça a été également une bascule pour toi sur le plan professionnel. Tu disais ingénieur, avec la période Covid, au chômage technique, mais une lassitude s'était installée, je pense, sur tes, dernières années professionnelles avec une volonté de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Alors c'est plus qu'une lassitude, c'est le terme sympatoche. On était sur un burn-out et du harcèlement au travail. Du coup, la première expérience était pas folle à prendre. Et je me suis dit: «Je me vois pas faire ça pendant 40 ans, globalement». Donc j'ai profité d'être au chômage technique puisque c'était la période Covid. Donc j'avais ma paye d'ingénieur tout en ne faisant rien de mes journées. J'avais besoin de rien faire pour le travail. Du coup, j'avais la sécurité financière et je savais que j'avais entre 3 mois et 1 an de temps devant moi de latence et je me suis dit: «Bah, vas-y, feu, on lance l'activité, on voit ce que ça donne». Le coaching et l'aspect sportif m'a toujours intéressé, c'était toujours quelque chose qui était dedans, enfin qui était dans mon scope d'envie et du coup, je me suis dit: «Bah, avant de, passer des diplômes», parce que je sors d'un diplôme d'ingé, du coup, c'était enfin j'avais besoin de vivre quelque chose avant de repartir en formation ou en reprendre. Je sortais de 7 ans de bac+7 avec la prépa et les années retapées. Donc envie de commencer un peu à amorcer ma vraie vie, et pas forcément envie de repasser via le diplôme. Donc au début, la première année, j'ai lancé un peu hors cadre, juste ne serait-ce que pour voir si ça prenait et avec l'envie d'apprendre et de bien faire. Et suite à ça, quand j'ai vu que ça prenait et qu'au bout d'1 an que j'arrivais à en vivre, que j'ai quitté mon taf, que j'ai pu en vivre à 100 via Instagram et cetera, je me suis dit: «Bah, maintenant on va faire les choses bien quand même, il va falloir, un diplôme, fédéral pour pouvoir, encadrer de façon réglo» et donc j'ai passé, via la FFA, le diplôme d'entraîneur et donc aujourd'hui, carte pro, en poche, diplôme d'ingénieur en poche et je vis de mon activité et cette année à La Réunion m'aura permis de lancer ça à 100 et d'avoir le temps de bien faire les choses. C'est quoi ta définition de l'entraînement? Quelle est ta philosophie autour de cet accompagnement, cette volonté de suivre des sportifs? Ça dépend, je dirais pas qu'il y a une seule manière de s'entraîner, je dirais plutôt qu'il y a des manières de s'entraîner, que ça dépend de ce qu'on recherche, de ce qu'on a envie. Il y en a qui sont très axés performance. Si tu viens me voir et que tu me dis: «Bah, moi, mon objectif, c'est de faire Kona», je veux me Kona qui est, le graal des triathlètes, c'est, les championnats du monde, de triathlètes. Pour être qualifié, il faut faire un Ironman et faire des chronos suffisamment bons pour être invité par Ironman pour faire Kona. Donc il faut un petit niveau physique, dessus ou bien ruser dans les catégories d'âge, mais c'est pas trop la strate. Sinon, il faut, vraiment mettre un investissement. Donc là, auquel cas l'entraînement, c'est vraiment du millimétrage, c'est de l'investissement quotidien sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans potentiellement jusqu'à décrocher le Graal et pouvoir aller le faire. Mais il faut prendre conscience que c'est un objectif qui va te monopoliser 100 de ton attention, 100 de ton énergie, de ton week-end, de tes soirées. Mais l'entraînement, c'est pas que ça. C'est aussi ce que je défends, c'est que l'entraînement, ça commence à partir du moment où tu t'es dit: «Tiens, je me suis inscrit à un 10 bornes ou à un 5 bornes» ou «Tiens, j'ai mis mes baskets pour aller jogger le dimanche». C'est un entraînement aussi et ça fait partie de l'entraînement. Le mouvement
est un «entraînement» entre guillemets du corps et du coup, c'est plus, je vois plus ça comme une élévation de la personne qu'on est, que comme, réellement une séance de fracture type ou, un objectif type. Tu peux t'entraîner quand tu fais, un 5 bornes, l'objectif c'est de finir un 5 bornes en continu quand tu veux préparer Kona ou faire, l'UTMB ou la Diag, globalement. Donc je dirais qu'il y a plusieurs facettes et ça dépend, essentiellement des gens. En gardant ce côté sportif du dimanche, les petits plaisirs, avant, après les séances, être focus sur un objectif comme tu le dis, que ce soit un marathon, un Ironman, un trail, longue distance, il y a quand même besoin parfois que de quelques soupapes de sécurité Ouais. pour, le bien-être mental, je dirais. Je pense que c'est hyper important et les stats le montrent. Tous les ans, j'ai, un divorce dans les athlètes. Alors pas de mon fait, mais malheureusement le triathlon et c'est la grosse part qui est sous-estimée, c'est l'entraînement, le volume d'entraînement pour préparer un Ironman et sur l'aspect Ironman, la vie de couple est pas toujours, rodée, surtout quand il y a un enfant dans les pattes. Bah, ouais, quand tu t'occupes, 20 heures de ton sport, bah, tu es pas en train de faire les courses, tu es pas en train de t'occuper des enfants, de les emmener à leurs activités périscolaires, de les faire manger, de les laver. Du coup, forcément, quelqu'un doit s'en occuper et c'est pas toi. Et ça marche que ce soit masculin ou féminin. C'est à partir du moment où tu as décidé de te mettre un Ironman, l'objectif est tel qu'il faut que le conjoint suive et soit prêt pendant 6 mois à tanker l'autre versant de la médaille qui est le quotidien, le ménage, les courses et cetera. La ch Cette charge mentale-là et du coup, c'est un investissement et c'est pour ça que oui, c'est important d'avoir des soupapes de sécurité, mais en fonction des objectifs, ça arrive à certains moments. Quand il y a un Ironman, par exemple, tu le fais avant les 6 mois spécifiques de prépa et surtout après les 6 mois spécifiques. C'est-à-dire que systématiquement, quand je travaille avec des athlètes et qu'on finit, là, il va y avoir l'Ironman de Tours, j'ai 8 athlètes dessus et tous, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit: «Passez l'Ironman, la semaine, voire les 10 jours qui suivent, on n'a quasi pas de contact et tu débranches ton cerveau. Tu vas voir ta famille, tu profites de ta famille, de tes amis ou toi de ta vie tout seul, va boire des bières, va fais autre chose, va au ciné, va geeker, va lire un livre, fais des siestes, fais juste autre chose que du sport et généralement, j'aime bien laisser un mois au moins un mois pour, résorber un peu mentalement et retrouver une «hygiène de vie» entre guillemets «normale», parce que préparer un Ironman, ça n'a rien de normal, en tout cas, sur les volumes qu'on fait. Donc oui, oui, des petits plaisirs, mais toujours proportionnés à l'objectif et à l'investissement qu'on a envie d'y mettre qui est corrélé à l'objectif qu'on a. À des personnes, Benjamin, qui viendraient te dire: «Je suis pas légitime pour être accompagné, pour être, coaché». J'aime un petit peu moins ce terme coaché, pas parce que c'est un anglicisme, mais, je trouve que le terme accompagnement est plus vrai. Enfin, de tenir un petit peu la main à des personnes qui, Ouais. ont besoin de se préparer, je trouve que c'est plus juste. Mais quand on te dit, «Je suis pas légitime, j'ai pas un niveau suffisant pour, être accompagné», qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes-là? C'est pas une question de niveau, c'est une question de volonté et surtout de personnalité. Il y a des personnes qui sont incoachables, c'est impossible parce qu'elles ont pas envie ou elles ont trop de contrôle sur leur vie et leur manière de s'entraîner et du coup et peu importe le niveau ça, c'est impossible parce que dès que tu leur dis: «Fais cette séance», «Ah bah non, je peux pas, j'ai pas envie, oh ça m'intéresse pas, oh j'ai réadapté la séance comme ci, comme ça», à chaque séance, à chaque fois, tous les jours et du coup tu es en mode: «Bah ouais, mais du coup je sers à rien». C'est comme si tu demandes à un charpentier de faire une charpente et qu'à chaque fois tu viens et tu lui remets des vis derrière ou tu enlèves des poutres parce que tu as pas envie que la poutre soit là. Bah non, laisse-le bosser quand même, c'est s'il voit l'œuvre d'ensemble, laisse-le travailler. Donc ce serait plutôt une question de personnalité que de niveau. Moi, j'ai des athlètes, l'objectif, ça va de, la perte de poids et la remise en condition physique, la remise en mouvement, progressive à, la qualification à Kona ou à l'UTMB, à faire un chrono sur l'UTMB ou sur des 100 miles ou des 100 bornes en trail. Et c'est pas tant, l'objectif d'être accompagné ou coaché, vient plutôt de cette volonté de bien faire, de diminuer le risque de blessure. Je dis bien diminuer le risque de blessure parce que c'est pareil, on voit beaucoup de coachs qui disent: «Ouais, si je t'entraîne, tu auras 0 blessure». C'est impossible de promettre 0 blessure est impossible à promettre sur des niveaux parce qu'il suffit que le mec se passe une cheville dans un chemin et tu y es pour rien. Et tu beau avoir été là ou pas et lui avoir fait le meilleur des plans, si le mec se fait une cheville dans un chemin, il est blessé et il se fait une cheville dans un chemin. Donc ce serait plutôt une question d'envie, de volonté. À partir du moment où on sent qu'on n'a pas forcément les connaissances, qu'on sait plus trop quoi faire, qu'on a une lassitude, aussi, qu'on tourne un peu en rond, qu'on progresse plus forcément et qu'on a besoin d'un boost extérieur. À ce moment-là, peu importe le niveau et l'objectif, ça peut être pertinent, ça peut servir. C'est juste après, est-ce qu'on en a besoin?
ça peut être cool d'essayer. Moi, à titre perso, j'ai essayé de prendre un coach, le coach qui prend un coach et ça a pas du tout fonctionné, ça a duré 1 mois et au bout d'1 mois, je me suis rendu compte que j'étais incoachable et qu'en fait, je lui mets trop de pression, c'est pas agréable pour lui et je fais tout ce que je déteste qu'on me fasse en tant qu'athlète, coaché et du coup, je fais: «Non, on va arrêter là parce que c'est une catastrophe. C'est pas ses compétences qui sont en jeu, c'est moi qui étais juste, incapable de suivre une séance et j'aime trop m'auto-coacher». Du coup, ça a des limites, ça a des points forts et des points faibles, mais je me suis trop habitué à ça. Donc c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Ce qui marche, c'est souvent le cordonnier c'est le cordonnier le moins bien chaussé, c'est ça? Le plus mal L'expression? chaussé, oui, c'est ça, c'est Ouais, bah, exactement ça. c'est à peu près ça. Globalement, je pense qu'on est exactement là-dessus. Comment tu fonctionnes? Parce que la plupart des personnes que tu accompagnes sont sans doute à distance. Je sais que tu utilises comme moi la plateforme, iDo qui Ouais. fonctionne très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois une frustration de ne pas pouvoir, être vraiment au contact des athlètes? Comment tu gères tout ça? Si, si, il y a le alors c'est 100 à distance. J'ai des athlètes au Québec, donc forcément aller les coacher, au Québec, ça fait loin. Ça coûterait très, très cher comme coaching que je me déplace. Mais du coup, l'idée, c'est surtout, c'est enfin, la limite, en tout cas, elle est évidemment là et il y a une frustration. J'essaye de d'être honnête et de leur dire, notamment sur l'aspect, par exemple, natation en triathlon où, entre l'accompagnement à distance où je peux te donner des conseils, je peux te donner de la manière théorique de faire, je peux te donner du positionnement en discussion, des retours de séance, travailler ton RPE, travailler ta technique avec des exercices, des séances construites mais je suis pas dans l'eau, je te vois pas et c'est d'abord et avant tout la natation extrêmement technique et de temps en temps, je travaille en concubinage avec un autre coach où je lui dis: «Bah, prends un coach pendant 3 mois, 6 mois juste pour les bassins, pour être dans l'eau parce que la vision ou alors envoie-moi des vidéos». Mais ça enlève ce côté naturel effectivement, ce regard de coach et pareil pour le côté, pose de pied ou posture, en course à pied qui est très importante sur les 10 kilomètres ou sur la partie athlétisme vraiment de la chose, le port de tête, le buste, comment est-ce qu'on se tient? Est-ce qu'on ouvre bien la cage thoracique? Est-ce que les épaules sont baissées? Est-ce qu'on court détendu, quand on court? Tout ça, c'est de la posturologie et ça, c'est très dur à voir à distance. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc tous ces aspects-là, c'est un peu frustrant, mais je trouve qu'on compense largement, par le millimétrage qu'on peut apporter et le niveau de personnalisation qu'on peut proposer aux athlètes qui, à l'inverse, dans un club, parce que c'est souvent les 2 opposés, ou quand tu prends un coach, tout seul, alors soit le coach tout seul en présentiel, il coûte 2 à 3 fois plus cher aussi, soit si tu es dans un club, bah, c'est un peu pour tout le monde et un peu pour personne à la fois et du coup, tu perds ce millimétrage exactement précis pour toi où on analyse ton cardio, on analyse ta semaine, on analyse tes charges externes, donc c'est ce qui est tout ce qui est stress familial, stress professionnel, tout ça qui rentre dans le scope du coaching et c'est pas forcément le cas au club quand tu arrives, mets tes baskets et fais la séance prévue. Que tu aies passé une mauvaise journée ou pas, que tu te sois embrouillé, avec ton conjoint ou ta conjointe ou, ton gosse il est 39 de fièvre et que tu aies dû t'en occuper toute la nuit, bah, entre guillemets, «ça rentre pas en compte» dans le scope du club ou très peu. Il y a des entraîneurs qui adaptent, là-dessus, mais il y a moins une vision globale, on va dire, je trouve, et millimétrée que ce qu'on peut avoir. Donc oui, c'est frustrant et pour compléter, moi, il y a l'aspect, lien humain, discussion humaine qui via un téléphone, bon, bah, il y a une limite, il y a une barrière. Donc j'essaye dès que je peux d'être présent, d'aller sur les compètes, d'aller, voir les gens proposer des apé runs justement, toujours dans cette idée de passer des moments conviviaux, sur Lyon, parce que c'est là où j'habite, et d'essayer de voir au maximum dès que c'est possible mes athlètes si c'est pour boire une bière, c'est pour boire une bière. Si c'est pour aller s'entraîner, c'est pour s'entraîner, mais essayer de passer des moments avec eux, c'est assez cool quand c'est possible. Ton côté, social, Benjamin, est-ce que tu peux l'exploiter, justement sur Lyon avec, ce que tu disais des, runs communautaires? Ou est-ce que tu pratiques toi aujourd'hui plutôt seul avec cette liberté de courir à l'heure qui sera, la bonne pour toi? Tout seul. Tout seul pour, une raison, c'est que j'habite en banlieue lyonnaise et qu'il y a pas de club à moins de 15-20 minutes en voiture aller et 15-20 minutes retour. Du coup, tout de suite, ça prend du temps et l'aspect club, j'ai jamais été trop fan. C'est vraiment un point de vue qui est très perso et qui n'engage que moi. Ça n'engage Je lancerai pas le débat sur les clubs de la FFA français, et la vision du trail et des sports d'endurance qu'ils ont. Mais il y a un truc de je trouve ça très contraignant et beaucoup de, bien-pensance ou de moi, j'ai toujours subi le côté, «Ah bah, tu jeune, t'as pas d'XP, ça nous intéresse pas ce que tu dis, c'est comme ça, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça».
point barre. Et tu es en mode: «Bah, OK, si vous voulez, mais ça pourrait être intéressant juste d'en discuter, ne serait-ce que ça». Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort. Je dis juste: «Venez, on ouvre le débat». Et là, visiblement, il y a 3 4 personnes. Par exemple, j'ai bossé dans un club pendant 2 ans. Il y avait, sur les 40 licenciés, d'endurance, il y en avait une dizaine qui voulaient faire du trail. Et j'avais proposé au club, je fais: «Venez, on ouvre une section trail». Et ils ont jamais voulu, ouvrir la section trail. Ils ont dit: «Bah non, on n'aura pas assez de licenciés». Je fais: «Mais il y en a une dizaine qui demandent juste d'avoir un entraînement typé trail dans la semaine pour varier un petit peu». «Bah non, c'est pas vraiment de l'athlétisme. C'est pas vraiment, ce pourquoi ils se préparent». Tu es en mode: «Putain, c'est frustrant quand même, c'est relou». Et donc pour tout ça, j'aime bien être tout seul, pour les horaires et pour toute cette question de vision-là. Mais j enfin, ouais, je suis 100 solo, moi, au quotidien. Et ça me va très bien, là-dessus. J'aime bien courir avec des potes ou des athlètes ou des gens de la commu aussi de temps en temps, bah, les apéruns, tu en as vu passer quelques-uns normalement, même si je suis pas hyper régulier sur les propals. Et du coup, c'est un moment que je kiffe généralement, c'est hyper convivial, on passe un bon moment, on rigole. Il y a pas On fait des bonnes grosses séances, on se met une cartouche et après on se retrouve autour d'un apéro. Ceux qui veulent prendre des jus de tomates prennent des jus de tomates. Moi, je prends une bière quasi systématiquement parce que j'adore ça. Et c'est souvent un moment très, très cool, sans prise de tête, où chacun vient avec ses impératifs, son niveau et ce qu'il peut faire. Et c'est ça que j'aime et qui est cool, pour le coup. Alors Benjamin, cette pratique en solo de sportif du dimanche t'a conduit quand même à réaliser une très grosse performance, du moins un défi, en juillet 2025 du côté des Sables d'Olonne. Je te laisse en dire un petit peu plus et puis on va échanger sur la façon dont tu t'es préparé en solo pour cette grosse compétition. Alors, pour le coup, en solo, j'étais avec ma femme. On s'est préparé avec ma femme, donc on a partagé bon nombre d'entraînements. Elle va me tuer si, si elle t'entend dire que je suis en solo. Même si c'est vrai que, ayant un travail qui me permet de m'entraîner un peu plus, et elle étant infirmière, il y a pas mal d'entraînements que j'ai fait tout seul. Mais oui, je me suis préparé pour l'Ironman des Sables d'Olonne, le premier format, full. Pourquoi les Sables d'Olonne? Parce que, c'est la ville entre guillemets «de naissance» de ma femme, où il y a toute la belle famille. Donc au niveau logement et au niveau logistique, c'est, très, très facile. C'est-à-dire qu'on sait que c'est du, clé en main, quand on y va, on a juste à mettre le vélo «dans le coffre» entre guillemets. Et quand on arrive, les courses sont faites, les lits sont prêts. C'est des trucs à la con, mais quand tu prépares un Ironman, c'est ultra important parce qu'il y a tellement de trucs à penser sur l'Ironman. Tu es tellement concentré sur: «Est-ce que j'ai assez de chambre à air? Est-ce que j'ai pris tous mes gels? Comment est-ce que je vais stocker mes gels sur mon vélo?» Il y a plein d'autres questions périphériques qui te prennent le chou et qui est pas juste, bah, je vais courir 10 bornes et c'est entre guillemets «simple» d'un point de vue logistique. Que du coup enlever la partie, bah, je sais que je suis à 500 mètres du départ, j'ai une maison avec piscine, j'ai pas à m'occuper de la bouffe, j'ai pas à m'occuper de la cuisine ni des draps. Ah, ça décharge. Et du coup, quand on a vu qu'il apparaissait, et même d'un point de vue, émotionnel, bah, pour ma femme, c'est là où elle a grandi, elle a passé tous ses étés, elle a couru le long de la plage où elle a littéralement grandi. Et moi, je commence à avoir pas mal de souvenirs là-bas avec elle. Et du coup, c'est assez cool de pouvoir partager ça, avoir la famille qui vient t'encourager et cetera, qui est littéralement à domicile. C'est-à-dire que quand ils t'ont vu sur la boucle de 10 bornes, ils peuvent rentrer, boire un cocktail, attendre que tu repasses l'heure d'après et revenir l'heure d'après. Pour eux, c'est vachement plus agréable aussi. Donc pour tout ça, ça a été au Sable d'Olonne. Et ouais, du coup, premier Ironman full dessus. Alors une perf physique, je sais pas, ça a pas été celle que j'espérais, en tout cas. Mais ça arrive, ça fait partie des sports d'endurance. On fait un all-in le jour de la course, on espère que tout se passe bien, mais il y a tellement d'aléas que, c'est compliqué de tout maîtriser, surtout sur un premier. Ce serait archi, présomptueux d'arriver sur un premier full et de dire: «Bah, j'ai tout maîtrisé, j'ai fait la course de ma vie». Et c'est tant mieux, ça arrive. Je reste persuadé que c'est plus un coup de chance sur un premier. Mais tant mieux, ça peut arriver aussi. Moi, ça a pas été mon cas. Et du coup, ouais, on a enchaîné 3 km 8 de nage dans l'Atlantique avec un peu de houle et pas forcément un courant favorable, contrairement au half où on avait eu le courant qui était favorable. 180 km de vélo, avec, 1600 de D, pas grand chose, assez roulant, c'est des toboggans, donc pas beaucoup de D+, pas de montagne en Vendée. Et après un marathon sur le Remblai, 42 km sur le Remblai que j'ai bouclé en 11 heures, attends, j'ai même plus mon chrono, Moi, j'ai 11h19 je crois. 11h19. Ouais, 11h19, c'est ça. Je suis pas à la minute près, j'ai à peu près 11h20 en tête.
Mais voilà, sachant que je disais, j'aurais aimé, passer sous les 11 heures, voire me rapprocher 10h30. Je pense que j'avais le niveau, mais entre penser avoir le niveau et le réaliser le jour de la course, bah, c'est 2 mondes différents et maintenant, il faut passer à la réal et essayer de le faire et ce qui m'a pêché là, en tout cas, ce qui m'a empêché de le faire, je fais un marathon en 4h26 ou 25, quelque chose comme ça et je visais un marathon en 3h40, sach à peu près, sachant que, je pense que je l'avais dans les cannes d'un point de vue musculaire, mais j'ai pris une crise, diarrhéique au cours de la course où j'ai dû m'arrêter, 4 fois, pour aller aux toilettes et pour vomir, donc en tout, j'ai fait 6 ou 7 pauses. Je perds quasi 20 minutes d'arrêt complet parce qu'il faut enlever la trifonction, il faut se mettre dans les algécos, voire faut faire la queue. À un moment, j'ai fait la queue et j'avais pas le choix que d'attendre qu'une toilette se libère, et à ce moment-là, c'est frustrant. Tu regardes ton chrono, tu regardes ta montre, tu passes 5 minutes devant les toilettes, tu es en mode: «Putain, j'ai autre chose à faire», à ce moment-là. Je suis sachant que j'étais à peu près en forme physique, en tout cas au niveau des jambes, j'avais pas spécialement mal aux jambes, j'étais fatigué, elles étaient lourdes, mais du coup, c'est d'autant plus frustrant et bon, je mets de côté ma frustration parce que ma femme m'a battu ce jour-là, sur l'Ironman et c'est, pour moi, à ce jour, mon plus grand bonheur. C'est que, elle avait pas confiance en elle, elle pensait pas être capable de faire un Ironman. C'est moi qui l'ai piqué, ça fait faire 10 ans qu'on est ensemble, c'est moi qui l'ai piqué au sport d'endurance et notamment au triathlon. Elle m'a vu faire mon premier triathlon et elle s'est dit: «Ah ouais, ça a l'air trop cool, j'ai envie d'en faire un» et c'est comme ça que ça a démarché, qu'on a démarré. On a fait les premières sorties vélo ensemble. On a démarré, elle faisait, 20 bornes en 1 heure et elle en chiait, elle avançait pas, elle savait pas comment pédaler, vraiment faire du vélo quoi, le vrai sport du vélo et du coup, c'est marrant parce qu'on est passé par là et à la fin, bon, je la bats sur la natation et sur le vélo, mais elle me rattrape sur le marathon. Elle fait un super marathon en 3h52 ou 4, quelque chose comme ça. Et elle me double du coup sur le parcours marathon et quand je la vois me doubler, je suis en mode, bah, elle est en train de faire la course de sa vie et je suis trop content pour elle et du coup, moi, c'est moins grave que ma course soit ratée parce que entre guillemets, on était 2 et elle a réussi à faire un chrono, de dingue et une course hyper, accomplie. Elle a roulé quasi à 32 kilomètres/h de moyenne sur 180 bornes, ce qu'elle pensait jamais être capable de faire et elle a réussi à le sortir sans draft. C'est important pour les triathlètes qui nous écoutent, mais du coup voilà, donc c'est un peu, compensé de ce côté-là, pour l'Ironman. Comment tu expliques cette, défaillance, on va dire, intestinale? C'est, l'alimentation, la chaleur ou c'est une journée sans, tout simplement, sans autre explication? Alors, plusieurs choses. J'ai pas une réponse claire à cette question. Ça fait plusieurs années que je cherche. J'ai des gros problèmes de transit, de façon, récurrente depuis que je fais du DH, globalement. J'ai régulièrement, ce qu'on appelle de façon glamour, la coulante et il faut gérer. Et c'est un vrai problème. J'ai essayé les cures de probiotiques, j'ai essayé, de faire des jeûnes intermittents, j'ai essayé de manger que du riz, j'ai essayé pas mal de choses, dessus et de limiter les fibres, de faire les régimes norvégiens. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont passées, il y a rien qui y fait. Là, il faisait très chaud la journée de l'Ironman. On était, en ressenti à 35 degrés. Il faisait un truc genre 28 en plein cagnard sur la partie marathon, ce qui n'aide pas à la déshydratation, forcément. Je pense que j'ai bu un coup d'eau aussi, sur la partie natation. J'ai mangé à un moment un coup de talon de quelqu'un qui n'a pas fait exprès. C'est le jeu du triathlon, et du coup, ça m'a un peu perturbé et au moment ça m'a déconcentré sur la nage et au moment où je me suis déconcentré, bah, j'ai avalé un peu d'eau. Avaler de l'eau de mer sur une journée de 11 heures d'effort, je le déconseille. C'est pas forcément le meilleur scope à faire, la meilleure chose à faire. Est-ce que ça a joué? De quelle manière ça a joué? À quelle ampleur ça a joué? Quand derrière tu fais 180 bornes de vélo, je me suis envoyé quasiment 80 grammes de glucides à l'heure sur 5h30 de vélo. Ouais, est-ce que ça a pas aussi fatigué le transit? Est-ce qu'il y a pas un scope de tout ça, finalement qui s'aligne? Je saurais pas t'affirmer quelque chose, juste ça a été là et ça m'a strike pour le coup, ça fait partie par contre pour le coup ça de ma plus grosse frustration, c'est de pas réussir à gérer ce levier-là et de pas trouver de solution hors le smecta. Mais le smecta qui est un problème parce que, tu as plus d'absorption au niveau, intestinal et du coup c'est une fausse solution parce qu'en fait tu te blindes le bide, ça te fait une couche protectrice et derrière, faut juste faire la course à jeun. Tout ce que tu manges, bah, ça passe pas et du coup, l'intérêt, enfin, ça peut passer pour un 10 kilomètres, ça peut être intéressant pour un 10 bornes, mais est-ce que ça a été du stress aussi? Peut-être, une certaine pression, un peu de stress que je me mets où je suis sensible, ça peut être tout ça donc non, pas d'explication claire là-dessus. Au niveau de ta préparation, Benjamin, tu évoquais le half.
ça avait été une opération de repérage, cette expérimentation du half Ironman avant le full distance? Heu, pas je le verrais pas comme ça. Alors oui en un sens, mais non en un autre sens. C'est-à-dire quand on a fait le half, je me suis jamais entraîné en me disant: «Je fais le half pour faire le full derrière». C'est plutôt je voulais faire le half pour découvrir la distance, half et voir ce que c'était, voir si ça me plaisait, voir si je kiffais, sans forcément avoir le scope full derrière. Le scope full, je l'ai depuis que j'ai 8 ans globalement, depuis que mon père en a parlé à un repas de famille avec des potes à lui et ils parlaient de sport d'endurance et ils ont parlé de la Diag et de l'Ironman à ce moment-là. C'était les sujets de discussion et je me rappelle avoir 8 ans et me dire: «Waouh, putain, il y a des mecs qui font ça. Moi, je galère dès que je tape dans mon ballon, plus de 5 minutes, devant la maison. Comment est-ce que ces mecs et ces hommes et ces femmes font pour finir ces épreuves-là?» Ça me paraissait juste aberrant et fou et en plus, famille un peu sédentaire donc pour eux, ils le vendaient vraiment comme quelque chose d'incompréhensible. En tout cas, il y avait pas d'explication, ça restait une espèce de nébuleuse intouchable et j'avoue que ça m'a hypé, ça m'a un peu dit: «Bah, ouais, un jour, ça me dirait bien d'aller cocher ça». Ça a l'air bien con et bien cool comme idée. J'aime bien, on va aller voir ce que donc la Diag, c'est toujours en cours, mais l'Ironman a été coché et je me suis jamais mis de temporalité. C'est-à-dire que je suis contre cette idée de: «Ouais, dans 6 mois, je fais un Ironman, je from zero to Ironman», comme on voit sur les réseaux, il y a des mecs acharnés qui, de 0 à Ironman en 6 mois et tu es en mode: «Bah, alors déjà, ils partent pas vraiment de 0. De 1, je trouve de 2, je trouve ça fait culpabiliser tout le monde de se dire: «Putain, bah, moi, il m'a fallu, de 8 ans à 30 ans pour faire mon Ironman, avant mes 30 ans». La veille de mes 30 ans, j'ai fait l'Ironman. Du coup, il m'a fallu quasiment, 20 ans pour réaliser mon Ironman. Si on prend tout mis bout à bout, sachant que de mes 8 à 15 ans, je me suis pas vraiment entraîné, pour ça. Mais du coup, je trouve ça hyper réducteur et culpabilisant même pour les athlètes qui voudraient le faire potentiellement un jour et qui se diraient: «Bah ouais, mais dans 6 mois, je peux pas et bah, du coup, je le fais pas». Bah non, vois le projet sur 5 ans, sur 10 ans et commence par aller rouler un petit peu, aller courir un petit peu, aller marcher même s'il faut commencer par marcher, aller nager un petit peu, même si c'est la brasse au début, c'est pas grave, faut commencer quelque part, faut aller se mettre dans l'eau, faut aller se mettre sur un vélo, faut aller mettre des baskets et courir et démarrer. Du coup, c'était pas dans l'objectif à la suite, mais c'était clairement pensé pour augmenter, aller vers du full, mais à mon rythme et tranquillement, sans me presser, globalement. Quels ont été les piliers de l'entraînement et la temporalité? Pendant combien de temps tu t'es préparé? Même si tu l'as dit, ça a été un temps long, tu pratiques depuis de nombreuses années ces différents sports d'endurance, mais pour une préparation, on va dire, Spécifique. officielle, spécifique, tu t'es donné combien de temps? Bah, pour la partie spécifique, ça a pris 6 mois, globalement. Je pense que c'est la durée incompressible, minimum si c'est un premier. Voire, 1 an et demi, c'est bien pour un premier. Nous, on sortait de notre premier 100 miles, en l'octobre d'avant. Donc on avait fait 160 kilomètres, avec 10 000 de D, et 11 000 de D-, D+ et D-. Donc on était, nerveusement fatigués, mais on avait surtout un gros scope l'année d'avant. On avait fait pareil quasiment 1 an d'ultra trail à fond avec des très, très gros volumes, tankés et c'était à pied et du coup, comme l'ultra trail est plus traumatisant que l'Ironman, la partie vélo est très bien passée et donc on a misé enfin moi je misais, j'aime bien, le volume et du coup, puisqu'il y a une dualité volume ou intensité, ça dépend de la dispo et de la ressource temps que vous avez au quotidien essentiellement. Moins vous avez de temps, plus vous mettez d'intensité, mais on est tous sensiblement d'accord pour dire que préparer un full, il faut quand même mettre 14, 15, voire 16 heures de sport semaine sur plusieurs semaines cumulées. Moi, je suis monté à 24 heures la plus grosse semaine, enchaînée. Donc, j'ai fait 3 semaines à 20 heures, 22 heures et 24 heures. Et je l'ai pensé sur, 6 mois avec des cycles. Donc les 3 premiers mois sont une montée en volume avec, toujours on garde un travail qualitatif, on évite de s'épuiser parce que monter à 20 heures, 22 heures, c'est épuisant d'un point de vue nerveux, d'un point de vue organisation sur la semaine, d'un point de vue physique, c'est ça tire vraiment beaucoup. Donc si on commence trop tôt, on prend le risque d'arriver vanné avant l'épreuve. C'est pas le but. Du coup, je restais entre 12 et 15 heures de sport, ce que je savais être une quantité de sport que je tanque assez bien, dû à l'expérience pour le coup. Donc je suis resté dans ces zones-là en mettant beaucoup d'intensité, enfin un peu plus d'intensité et au fur et à mesure, ça se gommait, l'intensité diminuait et on allait plus chercher des longues répétitions et des volumes de plus en plus longs pour augmenter. Les 3 derniers mois, c'est un très, très gros bloc volume où là, on fait, la part belle à l'endurance
quasi pure. De temps en temps, on vient mettre un petit peu de rappel, soit d'allure half, soit d'allure full. On peut mettre un petit peu de travail semi ou 10K en fonction, mais c'est très léger, c'est plus pour ponctuer la prépa. Et du coup, j'ai choisi vraiment d'augmenter le volume à 100 et donc j'étais sur des semaines à 400-450 kilomètres de vélo, fait. Je courais en moyenne 60 kilomètres semaine et je nageais environ, entre 3 et 5 kilomètres, à la semaine. Sachant que la natte, j'avais clairement fait une croix dessus, dans la stratégie d'investissement, j'ai clairement fait une croix dessus parce que je nage plutôt bien de base, et que l'investissement qu'il faudrait que je mette dans la natation pour pouvoir avoir un gain de 5 minutes sur l'Ironman, ce serait de passer à 3 séances semaine et à 10 ou 12 bornes semaine de natte et du coup, le temps investi pour 5 minutes de gain potentiel à la fin, comparé à mettre le même investissement sur le vélo, pour gagner potentiellement 40 minutes, bah, j'ai trouvé ça plus intéressant d'aller chercher 40 minutes sur le vélo et de miser sur le vélo. Maintenant, il va falloir que je passe un jour un step en natation et je sais que je me mettrai, turbo tir à y aller 3 fois par semaine et j'ai envie, ça m'intéresse un peu, mais pas tout de suite, pour le coup. Donc tu as pas un volume équilibré entre les 3 sports. Il y a une prédominance quand même de l'endurance avec le vélo et la Ouais. course à pied comme tu viens de le dire. Toujours, ça c'est proportionnel à la course que tu prépares. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prépares l'Ironman, c'est 4 bornes de natte où tu mets entre 1 heure pour les bons nageurs et 1 heure et demie, 1 heure 40 pour les moins bons nageurs. J'ai pas utilisé le terme mauvais parce que tu nages quand même 4 bornes. Il y en a qui arrivent à dire qu'ils sont mauvais nageurs alors qu'ils nagent 4 bornes en eau libre. Tu sais, en mode bah non, en fait, tu déjà plus mauvais nageur quand tu le fais. Donc c'est juste moins bon ou plus lent qui ont besoin de plus de temps. Mais on va prendre 1 heure, 1 heure et quart globalement. Donc tu passes 1 heure et quart en natation. Le vélo, si tu es bon rouleur, tu roules en 5 heures. Si tu es un peu moins bon ou c'est moins ton sport, tu peux y passer 7 heures. Et du coup, en termes de proportion, voire 8 si jamais il y a des cols, si jamais c'est Nice par exemple où tu as un col, là c'est parce que c'est les sables ou comme Tours qui va être très roulant et très rapide. Si jamais tu vas y passer moins de temps, mais ça reste 5 heures et demie ou 7 heures, entre 5 heures et demie et 7 heures d'effort ou même 5 heures, ça reste 5 fois plus que la natation. Et du coup, il faut retrouver cette proportionnalité-là dans l'entraînement et pareil pour le marathon. Même si tu es un excellent marathonien, faire 3 heures sur ton Ironman, c'est déjà un chrono de zinzin. La majorité des gens sont aux alentours de 4 heures ou 4h30 sur l'Ironman, sur leur marathon. Bon, bah, c'est 4 fois plus que la natte, donc il faut retrouver une proportion dans les entraînements. Après, c'est juste des dominances de ce que tu travailles et c'est là où l'avantage de travailler par cycle, c'est intéressant. C'est que sur 6 mois, tu peux faire les 3 premiers mois, tu décides de mettre une dominante natation et les 3 mois d'après, tu mets une dominante vélo. Et ce qui permet de bien développer la capacité natation et de la maintenir après et de redévelopper la capacité vélo après, à la suite. Ce qui peut aller par exemple avec un travail, de PMA ou un travail de force, d'aller à la muscu et compléter avec un travail de force pour continuer de progresser un petit peu à vélo ou de gagner en tout cas en watts à vélo, mais pas travailler la partie endurance et de progresser sur les qualités techniques en natation, globalement. Et sur la partie eau libre, tu as testé de la nage en mer, de la nage, en lac et pas qu'en Ouais. piscine pour, t'acclimater? Ça oui, mais ça, moi, j'adore ça. C'est les moments que je trouve les plus intéressants de la prépa. C'est aller et j'ai vraiment je suis bien quand je nage je suis mieux qu'en bassin. C'est-à-dire que nager en bassin, surtout on a un bassin de 25 à côté, les bassins de 25 quand il faut sortir 5 bornes en bassin de 25, mentalement, faut être un peu costaud quand même, hein, parce que ça fait pas plaisir. Tu as l'impression d'être un poisson rouge qui tourne dans son bocal pour peu que la piscine soit blindée et que tu te retrouves avec 15 personnes dans ta ligne d'eau, tu as envie de te tirer une balle, hein. Il y a très peu de plaisir là-dessus, donc la partie eau libre, pour moi, c'est un peu comme la récompense et en plus, on habite Lyon, donc pour ceux qui connaissent, il y a Miribel, à côté et Miribel, c'est assez joli, mine de rien, quand tu vas nager là-bas, quand tu vas sur les horaires décalés, genre les couchers de soleil. Moi, je faisais pas mal de levées de soleil, je démarrais la journée là-bas, et en fait, en lever de soleil, c'est hyper calme, tu as les oiseaux, tu as vu Mont Blanc quand c'est dégagé. Et tu nages là-dedans, tu as l'impression d'être en liberté complète, quoi et tu vas te faire tes 4 bornes, c'est facile. Donc oui, on avait déjà, enfin, on nage souvent en eau libre, on a l'habitude de nager en eau libre et pareil, du fait qu'on habite qu'on aille souvent au Sable d'Olonne voir la belle famille, j'avais déjà fait 4 bornes, au Sable d'Olonne, avec un pote, pour tester et régulièrement, on va nager. Quand on va au Sable d'Olonne, on se laisse souvent 1 ou 2 sessions nage juste pour se réhabituer parce que c'est pas pareil de nager dans l'Atlantique
elle est plus froide, il y a plus de courant, il y a des vagues. Une gestion, là, cette année, il y avait même des méduses. C'est une gestion qui est différente de Miribel ou des lacs qu'on peut avoir comme à Tours, ou à Vichy, où on nage plutôt dans des rivières. C'est pas tout à fait la même gestion, donc c'est important aussi nerveusement de le prendre en compte et de s'y habituer parce que sinon tu peux faire une crise de panique. Je reviens toujours à cet athlète-là, qui a très peu nagé en eau libre. Il a préparé sur 2 ans son Ironman. Il a très peu nagé en eau libre parce que pas de point d'eau dispo à côté de chez lui et le jour de la course, crise de panique au bout de 500 mètres à cause de l'eau libre et il s'est imaginé un mégalodon qui le bouffait. Ça l'a complètement bloqué, et il n'arrivait plus à nager et résultat, il a même pas alors il avait largement le niveau à l'entraînement, il l'a fait plusieurs fois, de sortir de l'eau dans les temps. Là, il a même pas passé les barrières de la natation à cause de ça et du coup, tu te dis: «C'est quand même dommage», donc faut tester, il faut se mettre en condition et y aller, mais là-dessus, j'avoue que j'ai pas de problème à titre perso, dessus. Sur le plan mental, Benjamin, quelles ressources, quels leviers tu as été, chercher avant pour la préparation et pendant la course pour aller jusqu'au bout malgré ces désagréments intestinaux comme tu l'évoquais tout à l'heure? Avant, je te dirais, que c'est beaucoup de la préparation faut vraiment en avoir envie et faut pas se laisser le choix. C'est-à-dire que c'est une discipline qui prend le dessus tu t'es inscrit, tu as ton dossard. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne moi. Il y a différents, neurotypes en tout cas ou différentes perceptions mentales en fonction des athlètes. Encore une fois, ça dépend, j'aime pas faire des généralités parce que ça varie énormément d'un athlète à l'autre. Mais globalement, moi, je me suis dit: «Tu as pris ton dossard, tu peux pas» en plus, j'ai l'aspect un peu influenceur et coach et mec de 30 ans sans enfant. Du coup, il y a beaucoup de cartes où, je peux pas trop me rater et je peux pas trop, y aller juste pour, les donc les gens ne comprennent pas dans l'imaginaire collectif, les gens ne comprennent pas que tu sois pas performant nécessairement. Et du coup, ça met une petite pression. Donc pour gérer ça, je me dis: «Je vais pas me laisser le choix». Je veux surtout, ne pas regretter ma prépa et ne pas me dire: «Ah, j'aurais pu faire ça comme ça. Ah, ça, là, si j'avais chargé un petit peu plus, si j'en avais mis un peu plus» et du coup, j'ai besoin de volume, j'ai besoin de me rassurer. Donc je l'ai vu vraiment comme c'est prévu. Je me suis fait mon planning sur 6 mois. Je savais où j'allais, je savais comment c'était fait. J'ai fait la même chose pour ma femme en bougeant beaucoup plus et surtout, j'ai mis beaucoup de scope sur ma femme. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup concentré à la coacher elle et du coup, quand elle allait rouler, j'allais rouler avec elle. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça de tant qu'elle lâche pas, je lâche pas. Et du coup, il y a un truc de, bah, vas-y, garde, motive, allez, courage, sois forte. Et du coup, moi, ça me motivait moi qu'elle lâche pas. Et du coup, ça a beaucoup joué, beaucoup aidé au fait qu'on soit deux. Je sais pas si je me relancerais dans une prépa comme ça, tout seul, surtout à ses dépens. C'est vraiment prenant. Et pour le jour de la course, en fait, il y a plus de questions. En fait, une fois que c'est presque le plus facile. Il pouvait m'arriver n'importe quoi, j'arrêtais pas la course. À partir du moment où j'étais capable de rouler ou courir, il pouvait arriver n'importe quoi, c'est pas moi qui arrêtais la course, ça venait pas de moi. Parce que tu as tellement mis d'investissement, tu as tellement mis ta vie de côté, ta vie sociale, ta vie perso, tu as mangé sport, vécu sport, pensé triathlon, pensé Ironman pendant 6 mois, voire, un peu avant, mais vraiment rentré dans le tunnel et dans le scope pendant 6 mois, que quand tu es le jour de la course, c'est presque un jour de fête, de célébration et de toute façon, il y a plus qu'à. Autant profiter, autant, essayer de kiffer la journée et de voir ce qui sort et de voir ce que j'arrive à faire, parce que sinon c'est terrible et tu auras fait tout ça pour rien. Et du coup, le fait de me dire: «Putain, tu auras fait tout ça pour rien», bah, c'est pas possible. Et il y a un autre biais qui a joué, c'est que le fait d'avoir fait de l'ultra trail avant et d'être allé régulièrement voir j'avais une dizaine de courses au-delà de 10 heures d'effort déjà avant en ultra trail, dont une à 46 heures d'effort dans la montagne. C'est dur de se rendre compte de ce que c'est 46 heures d'effort, mais tu vas puiser, on a eu des hallucinations, tu vas puiser dans des zones de motivation et de ressources que tu pensais pas être capable de sortir et tu te retrouves après 40 heures d'effort à continuer de courir et à courir en descente et tu te dis: «Putain, j'avais plus de canne il y a 10 heures, j'étais un zombie et là je recours en descente». C'est fou, le corps, c'est fou le mental, et tu te rends compte de ce que tu es capable et du coup, entre guillemets, alors ça c'est très, spécifique, mais quand tu arrives sur Ironman, il y a ce côté presque facile, c'est que 42 bornes et je vais en chier que 2 heures. Je mets des guillemets, mais que la fin du marathon par rapport et je dis bien c'est par rapport à l'aspect ultra trail et du coup, il y a cette espèce de résilience qu'on a développée en ultra trail où on a l'habitude de courir en étant dans des conditions abominables, où à côté le triathlon, bah, tu es quasiment confortable tout du long. En plus, tu alternes, il y a de la variabilité dans l'entraînement dans la journée. Le matin, tu nages, après tu vas te faire une petite boucle à vélo, après tu vas courir. Tu es entouré, il y a du monde tout le temps, tu es jamais tout seul pendant 10 heures au milieu de la montagne, sous la flotte, par 0 degré. Quand tu as fait ça,
au milieu de la nuit et quand tu as fait ça, bah, le 17h en soleil couchant sur le remblai des Sables d'Olonne avec des gens qui te gueulent de continuer dessus, ça devient une fête, ça devient sympathique, quoi. Proportionnellement, encore une fois, parce que ça reste dur. Mais du coup, pour moi, de mon scope à moi et de ma vision à moi, c'était presque enfin, j'ai pas puisé, ça m'a pas j'étais pas encore, j'avais pas touché le fond, je grattais pas le fond encore. Il y avait un truc de: «C'est comme ça m'arrive». Il y a tous mes potes, il y a la famille, ce sera pas le chrono que j'espérais. Tant pis, j'ai fait une croix sur le chrono. Je me suis dit: «On verra bien ce qui sort. Tu feras pas la course que tu voulais». Je sais que j'ai sorti une très belle natte et que j'ai sorti un vélo dont je suis archi fier. Sans draft, encore une fois, j'insiste parce qu'en triathlon, il y avait des packs et c'est toujours un peu frustrant de voir ta perf, rabaisser à cause des packs qui roulent. Mais du coup, assez fier du vélo et de la natte et en fait, je mets mon scope sur le vélo et la natte et je sais qu'il me reste des trucs à peaufiner et à apprendre sur le full Ironman pour ce qui est de ma partie et de ma gestion intestinale sur la course, quoi, globalement. Donc voilà, donc il y avait encore de la ressource dessus. À l'issue de cette course qui a été, comme tu l'as dit, hein, la cerise sur le gâteau après une très belle préparation, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et sur, cette vision que tu as eue de ta compagne, que tu as pu emmener jusqu'à la ligne d'arrivée avec, un chrono qui dépasse tes espérances puisqu'elle est arrivée avant toi, comme tu le disais? Ouais, elle m'a mis quasiment 10 minutes. Bah, du coup, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que je me suis rendu compte, moi, que j'étais, un peu compétent comme coach, parce qu'il y a toujours le syndrome de l'imposteur qui vient se glisser. Tu sais jamais trop, ça marche avec les autres et tu te dis: «Bon, OK». Mais le fait de réussir avec ma femme à la faire atteindre un objectif qui paraissait assez fou sur le papier de base, sachant que quand on s'est rencontrés au début, elle était sportive. Elle aime pas que je dise pas sportive, mais elle faisait 1 fois, enfin 2 fois 1 heure et demie de volley dans la semaine, donc elle était sportive, mais ça n'a rien à voir 2 fois 1 heure et demie de volley avec 20 heures de sport dans la semaine. C'est pas du tout les mêmes ressources mises en place, c'est pas du tout le même sport et c'est hyper OK là-dessus. Mais du coup, on partait de ce postulat-là, et ça paraissait fou de faire un Ironman. Pour elle, ça paraissait impossible. Donc réussir à l'emmener sur ces 10 ans, et qu'elle en ait envie, qu'elle y prenne du plaisir, qu'elle y trouve de la fierté et en plus qu'elle me batte, moi, il y a eu une vraie satisfaction et une vraie fierté de, putain, mais en fait, c'est une machine, quoi. C'est juste, c'est je suis trop bien pour elle, c'est trop cool pour elle, à 100. C'est 2 choses que je décorrèle et du coup, il y a le côté coach où je suis trop content pour elle de l'avoir accompagnée, d'avoir réussi. Il y avait des moments où c'était très, très dur. Elle a pas horreur du vélo, mais, elle a beaucoup de mal à avoir confiance sur le vélo et on a essuyé quelques engueulades et quelques pleurs, sur le vélo, d'autant que je suis et son coach et son mari. Du coup, c'est plus facile de briser la limite et la frontière, et d'insulter le coach. Quand c'est ton mari, c'est plus facile. Quand, c'est juste le coach, tu mets des réserves quand même. Tu gardes le politiquement correct. Quand, ton mari, c'est le coach, c'est plus facile de l'envoyer se faire foutre et elle s'en est pas privée. Dessus, elle s'en est donnée à cœur joie. Donc c'est cool aussi de voir que j'arrive à gérer ça et que ça mène quelque part à une vraie perf et à un vrai chrono au bout. Donc il y a eu une vraie satisfaction là-dessus, qui a totalement balayé ma frustration de mon marathon et de ma gestion de marathon, et c'était plus pour moi, à titre perso, d'un point de vue coach avec elle et fierté d'un point de vue de mari et aussi d'un point de vue organisation, d'un côté humain, pour nous 2, ça pour le coup. On s'est rendu compte qu'on était capable de s'organiser, de se libérer du temps et de mettre la priorité là-dessus, parce que c'est très, très, très contraignant, j'insiste dessus, mais faire 20 heures de sport à la semaine, c'est quasiment un mi-temps. C'est comme si tu rajoutes un mi-temps à la gestion alors on en a pas, mais à la gestion de tes enfants, à la gestion de ton taf, faut continuer de travailler à côté, faut continuer de faire tourner la maison, de manger, de cuisiner, et ça devient vite compliqué. Donc surtout quand en tant qu'auto-entrepreneur, on a l'image du mec qui bosse pas à la maison. Je pense qu'on est ceux qui bossent le plus en temps masqué. Tu me rejoindras peut-être sur ce point-là, mais on en met pas mal dans les semaines, on n'est pas regardant sur le temps et on pointe pas nos heures, et du coup, ouais, il y a du taf à faire, dessus et c'était assez dense comme période, mais à la fois j'ai adoré avec du recul, mais à la fois en temps dedans, ça m'a vraiment vanné, pompé, écouté. Mais je suis fier de me dire: «Je suis capable de le faire». Il y a un truc de, bon, bah, le petit gosse de 8 ans qui était en moi, il est fier de je sais, mon père est plus là aujourd'hui et c'est le why qui me tenait sur le pourquoi aussi je fais cette course-là, pourquoi je fais tout ça. Mon père est plus avec nous aujourd'hui et je sais que mon point d'ancrage, c'était avec lui, c'était sa discussion, c'est lui qui m'a ouvert la porte à ce domaine-là et aujourd'hui, je sais que ce qu'il voyait il y a 20 ans comme étant une énorme dinguerie, une masterclass entre potes, c'était un truc de zinzin et c'était des fêlés.
bah, j'ai réussi à le faire et je suis en mode, je sais que si, il y aura peut-être d'autres darons quelque part dans le monde qui discutent, qui font: «Ouais, tu vu, il y a des mecs qui font des Ironman le dimanche pour s'amuser» et que maintenant je fais partie de cette caste-là et de ce truc-là et de me dire: ouais, je suis un peu fier de ça, ça m'appartient. C'est, peu importe le chrono et en fait, on a c'est là où je rejoins ce que je te disais au début du podcast. C'est qu'en fait, le chrono, il est pas important. Ce qui compte, c'est que tu as passé la journée, tu l'as fait et ce qui reste là, on est quasiment 1 an après, ce qui reste, c'est pas le chrono. Tu vois, j'ai oublié quasiment mes temps, je suis pas précis sur mes temps de chrono parce que je m'en fous. Pour ma vision en tout cas à moi, parce que si j'y retourne, je vais faire mieux et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la journée que j'ai partagée, c'est les sensations, les émotions que j'ai ressenties, que j'ai vécues le jour de la course. C'est réussir à être capable de d'aller au bout de ce projet-là et pas juste aussi, te dire: «Bon, bah, ouais, j'aimerais bien faire un Ironman» et puis voilà, ça s'arrête là et il y en a beaucoup qui aimeraient faire un Ironman un jour. C'est trop bien et c'est trop cool, faites-le si vous en avez envie. Mais il faut se donner les moyens et il faut aussi y arriver et c'est pompeux. C'est pas un process, et je crois que c'est ça que j'aime bien dans l'ultra trail ou dans le scope Ironman, c'est qu'aujourd'hui dans une société ultra assistée où on peut se faire livrer n'importe quoi à la porte en 24 heures quasiment, voire le soir même si tu veux manger, tu plus besoin de faire «d'efforts» entre guillemets si tu cherches pas à en faire. Ce truc-là de j'ai réussi à mettre les billes d'énergie, l'organisation, le temps et les ressources mentales et physiques pour aller le faire. Il y a un truc de: «OK, je suis capable». Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce truc-là de, OK, bah, c'est débile, mais je suis moins dépend j'ai moins la sensation d'être dépendant ou d'être assisté et dans la société actuelle, je trouve ça cool et je trouve que ça crée un gap entre, les sportifs d'endurance se retrouvent beaucoup dans une petite niche et une petite on se retrouve tous entre nous à se comparer dans notre bocal entre nous mais on oublie qu'à l'échelle de la société globale, même si tu cours un 10 bornes, tu es déjà un zinzin dans ta tête par rapport à la grande majorité des gens. Courir un 10 bornes, c'est déjà cool, c'est déjà incroyable. Donc faire un Ironman, faire un ultra trail, un marathon, c'est des dingueries. C'est des trucs qui sont pas atteignables pour la enfin, c'est atteignable pour la majorité des gens, mais ils se donnent pas les moyens ou les ressources pour le faire, globalement. Benjamin, est-ce que tu ouvres la porte à un second? Tu l'as dit, plus ou moins. Si tu retournes sur Ironman, ce sera pour améliorer ton chrono. Est-ce que tu l'envisages à court ou moyen terme? Plutôt moyen, voire long terme. Là, j'ai envie vraiment de progresser sur Maratrail, parce que du coup, je vais aller très loin dans l'endurance. Maintenant, j'ai envie de maîtriser un peu une discipline, parce que le défaut a touché un peu à tout. Je balaye tout du 10 kilomètres à l'ultra trail, donc je vais faire un 10 kilomètres, un 100 miles, un 100 kilomètres, un Ironman, un Alpha Ironman. Mais du coup, je suis moyen partout et je suis bon nulle part et j'aimerais bien maîtriser vraiment une épreuve et m'acharner un peu pendant 1 an ou 2 sur une épreuve. Là, en plus, je vais être papa, dans 1 mois, donc la ressource temps va être très limitée et pour moi, dans mon échelle, le la famille passe avant tout. C'est-à-dire que c'est impensable de pas être présent pour mon enfant parce que je dois aller rouler 10 heures. Donc du coup, il faut réadapter. Le Maratrail est un bon compromis où je peux aller m'entraîner ça peut paraître déjà fou, mais que 3-4 heures en montagne et rentrer et s'il y a besoin, je peux annuler ou déplacer. C'est plus facile dans un planning de déplacer qu'une demi-journée de la grosse sortie que de déplacer, tout un planning triathlon ou ultra trail qui est très, très pompeux, en ressources temps. Du coup, oui, pas sur le label Ironman parce que, un peu dégoûté du label, dessus. C'est très cool parce que les pistes sont fer enfin les routes sont fermées à vélo et l'orga est millimétré. Il y a rien à dire sur l'orga. C'est plus la mentalité qui accompagne l'Ironman et le fait de payer très cher le label. Moi, je suis plutôt de la team, je vais m'habiller chez Célio et je tire ma fringue jusqu'au bout, plutôt que d'aller chez Louis Vuitton où j'ai même pas le nom des grandes marques. Donc ça me fait un peu suer. Fallait le cocher parce que ça reste Ironman et ils ont bien joué et je voulais cocher un label Ironman pour avoir la médaille et le truc de «je suis un Ironman», ce qui est pas le cas sur les autres triathlons longue distance. Mais tu vois, là, j'envisageais d'en faire un en off, avec des potes ou juste on va faire un Ironman mais en off. Pas pour le côté chrono, pour le côté on s'éclate. Ou en refaire un, mais plutôt aller sur, il y a des très, très beaux labels, des très, très belles associations de triathlon qui font des super courses et avec du recul, en vieillissant, je préfère aller mettre mon argent, mon temps, mon énergie, ma visibilité sur des petites orgas ou moyennes orgas
Je pense au Frenchman ou à l'Altman là qui traverse une grosse crise, on leur a chanté le parcours vélo. C'est très dur pour les athlètes, mais j'imagine pas pour l'orga des mecs qui toute l'année essayent de faire vivre une course et se font chanter la course à cause de communes qui veulent pas signer le papier. Tu es en mode: «Ah c'est frustrant quand même». Ça doit être énervant, donc je préfère aller faire vivre ces assos-là, même si in fine ça change pas grand-chose, c'est juste 50 moins cher, mais je préfère aller faire vivre ces assos-là. Donc oui, à plutôt moyen, long terme, je veux me laisser le temps, dessus de pouvoir refaire les choses bien. Je veux pas y aller à moitié ou me forcer d'y retourner. C'est un effort que j'ai bien aimé, mais j'ai pas envie que ça devienne une obligation ou, parce que j'en ai fait un, il faut que j'en fasse d'autres. Tu vois, Kona, par exemple, me fait pas du tout rêver. Enfin, ça me fait rêver à regarder, mais je suis hyper OK avec le fait de pas y aller et de pas chercher le chrono pour y aller. Si un jour ça tombe, je pense que je dirais non, parce qu'en plus c'est 10 000 balles le projet, genre je préfère aller à Hawaï, profiter d'Hawaï, c'est déjà assez stylé, plutôt que d'aller faire un Ironman. Mais je comprends qu'on puisse avoir qu'on en avoir envie et que ça puisse être un rêve. Les 2 cohabitent. Moi, je fais pas partie de cette team-là, donc Ironman, c'est quasi sûr que c'est fini. Je dis quasi parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien et je veux rien affirmer, on verra. Mais ouais, pour le coup, le longue distance, pas tout de suite sur triathlon. Alors de ce projet Ironman, tu as eu une envie d'écriture. Comment c'est né ce projet de livre autour de ta pratique et de cette expérience, de la longue distance? Bah, alors, c'est des briques qui se sont empilées. De un, j'aime bien, j'ai effectivement donc là, le livre, à l'heure où, l'épisode sort, va être, publié. Il est sorti, ça y est, donc hésitez pas à aller le commander du coup, le lire. Je raconte dedans, en gros, l'histoire de mon Ironman, mais surtout, en gros, de base, j'aime bien les défis. J'aime bien tout ce qui est compliqué, tout ce où à chaque fois qu'on me dit: «Non, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver ou tu peux pas le faire», regarde-moi bien le faire. C'est exactement ça qui me fait moi, c'est ce qui m'anime. J'aime bien juste un peu le côté, enfant turbulent, casse-couille où on te dit: «Non», ben regarde-moi bien, si. Et j'aime bien ce côté-là, ça me fait marrer, il y a pas c'est juste ça, en fait, de base, ça c'est des défis qui me font marrer parce que j'y mets pas d'enjeu ou j'y mets pas d'ego, autre que je le tente et on voit où ça va. Et je veux pas me limiter parce que: «Oh bah non, parce que ceci, parce que c'est pas assez sécure financièrement, parce que tu sais pas si t'en vendras assez, tu sais pas si tu sauras écrire un livre, tu sais même pas comment ce qu'est une maison d'édition». J'avais aucune idée des maisons d'édition. J'ai aucune idée de comment on écrivait un livre avant ça. Et je me dis: «Ouais, mais justement, c'est justement parce que j'en ai aucune idée que c'est cool». Les écrivains, Émile Zola, le premier livre qu'il a écrit, il avait aucune idée de comment Victor Hugo, tu crois qu'il a le premier livre, il l'a écrit, c'était un chef-d'œuvre? Peut-être que c'est le cas, mais je pense qu'il y a eu quelques ratures et quelques pages qui sont parties à la poubelle ou au feu avant de réussir à donner Germinal. Mais du coup, tu as un truc mais je m'en fous de pas savoir faire, ça me dérange pas, au contraire, c'est justement parce que je sais pas faire que ça m'intéresse d'apprendre. Et il y a ce truc-là, dans tous les aspects de ma vie, ça se voit beaucoup d'un point de vue sportif, je monétise ça beaucoup, enfin, c'est mon cœur de métier. C'est ce que j'utilise sur la com et sur les réseaux et je suis coach, donc je me sers beaucoup de ça d'un point de vue sportif, mais c'est valable pour le pro. J'ai lancé une marque de fringues de vélo, féminin à l'époque, juste, au moment où Vilma a sorti, ses cuissards, spécial menstruation. Et l'idée, c'était j'étais en train de développer les cuissards spécial menstruation et j'étais en mode: «Super, je viens de me faire chanter l'idée» et j'avais pas la ressource financière de lutter contre ça. Du coup, c'est pareil, c'était un défi de j'y connais rien dans le textile, je sais pas comment on crée une marque de A à Z. Bah, c'est pas grave, let's go, je fais, on verra les problèmes sur la route. Pareil, j'ai jamais jardiné, j'ai pas la main verte, j'ai un j'ai un petit potager en permaculture. J'y connais rien, je foire la moitié de mes plants, je m'en fous. J'essaye, je tente, j'apprends, je découvre, je lis et c'est vraiment pareil, le même mindset sur l'écriture du livre. C'est qu'est-ce qui est le plus dur et le plus loin ou qui me paraît impossible? Je suis dyslexique de base, donc écrire un livre, ça me paraît être une montagne. Je vais pas m'en sortir. Pour moi, quand j'aborde le projet, je vais pas m'en sortir. C'est un truc, c'est impensable. De base, je suis fan de thriller, je voulais écrire un thriller. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à l'intrigue, au perso, et cetera, mais ça fait 5 ans que je bosse en toile de fond par-ci par-là, vite fait. Et là, je me suis dit, j'ai été contacté par une maison d'édition qui m'a dit: «Est-ce que ça te dirait avec ton profil influenceur d'écrire un livre et de le mettre en avant?» Je fais: «Bah, pourquoi pas? Ça peut être cool comme aventure, j'ai pas grand chose à perdre». La maison d'édition globalement prenait un peu tous les risques et moi, mis à part le temps passé et l'expérience prise, j'investissais pas grand chose, en tout cas d'un point de vue financier dedans. D'un point de vue financier, c'était pas pour gagner de l'argent, parce qu'on ne gagne pas grand chose sur un livre, très très peu entre
entre les royalties et ce qu'on déclare à l'État, je crois que si je gagne 200 balles avec tous les livres vendus, je suis content. C'est pas du tout pour ça, c'est plus pour l'XP et du coup, il y a un truc de bah, comment on fait? On part d'une feuille blanche, comment on fait? On essaye, on discute, on parle avec d'autres gens. J'ai une voisine qui en est à son 6e livre, d'édition fait, d'illustration. Donc, bah, j'ai pris des cafés avec elle, je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'elle brainstorm toute seule. Et du coup, step by step, j'ai avancé dans le projet, je l'ai rendu possible, je l'ai rendu viable, et j'ai fait en sorte qu'il existe, petit à petit et écrire sur un truc, comme l'Iron Man, entre guillemets, c'est plus facile parce que j'écris une histoire avec des compétences que j'ai. Là où écrire un thriller, j'ai pas de compétences, je suis pas écrivain et du coup, c'est plus loin. Essayer de faire des belles phrases, essayer de mettre dans l'ambiance, créer un univers, créer il y a tout un truc à faire sur lequel je suis pas à l'aise. Alors que narrer un Iron Man, bah, je l'ai vécu, c'est plus facile à narrer et pareil, je sais de quoi je parle puisque je suis coach, donc je peux y glisser des petits conseils. Dedans, il y a des petits conseils, des petits soucis que j'ai pu croiser sur ma prépa pour aussi rendre humain cette aventure-là et je le vois vraiment comme une aventure de tout le monde peut le faire. Je reste persuadé que tout le monde peut le faire à partir du moment où tu en as envie et tu te donnes les moyens d'aller t'entraîner. Mais et c'est juste la temporalité qui va changer. C'est ne veux pas le faire dans les 3 prochains mois. Essaye pas de te dire: «Je vais faire un Ironman dans les 3 prochains mois». Vois-le dans: «Bah, je vais commencer par aller nager, rouler et courir, voir ce que ça fait déjà dans une semaine de faire les 3 sports. Ensuite, je vais mettre un S, un M, ça me plaît, un L, ça me plaît, un full». Si j'en ai envie, si j'en ai plus envie, je me rends compte sur la route que en fait, ça me fait pas envie, bah, c'est OK aussi. Il y a pas de c'est pas une finalité d'aller sur un full Ironman nécessairement. C'est ça que j'ai essayé de véhiculer dans mon livre en y mettant un peu de mon parcours perso. Je parle aussi de mon père, de mon why profond, de ce qui m'a motivé, des downs avec ma femme, et cetera. J'ai essayé de mettre un petit peu tout ça dedans, globalement. Alors Benjamin, tu le disais, tu fais de l'influence par le biais des réseaux. C'est peut-être parfois difficile de recevoir certains messages, certains commentaires, ou est-ce qu'alors ça te nourrit pour justement rebondir et avoir ce côté second degré, autodérision, beaucoup de plaisir et de fun quand on regarde tes reels et tes publications? Ça dépend. Je te dirais que c'est, la médaille à double versant. C'est que, d'un côté, c'est très gratifiant, c'est très cool. J'ai une commu, vraiment très bienveillante où c'est plus de l'humour, de l'entraide, de la compréhension et des messages de soutien. Je partage aussi quand ça va pas ou quand il y a des défaites et des échecs parce que ça arrive et ça fait partie de la route et du coup, ça rend le truc très humain et les gens qui me suivent savent que, bah, la volonté, c'est pas de faire les JO et même si je voulais faire les JO, ça peut arriver sur la route de rater, et de foirer ces JO et ce serait pas «grave» entre guillemets. Je mets des énormes guillemets quand il y a pas de contraintes financières ou de familles qui vivent dessus, à l'année, mais en gros, c'est plus ce scope-là donc globalement 80 du temps, c'est assez bien perçu, assez bien, reçu. Maintenant, je me suis rendu compte aussi que, l'humour, ça pouvait être à double tranchant et sur certains messages, qui peuvent être importants, tu peux être maladroit ou tu peux blesser des gens aussi, sans forcément le vouloir de base. De moi, dans ma remise en question en tant que créateur, il y a des réels que j'ai envoyés où je pensais pas toucher à des enfin, je pensais toucher à des certains sujets, qui de base me faisaient marrer, mais me font marrer comme un mec de 30 ans, pas comme une femme qui subit du harcèlement ou comme une minorité qui pourrait être exclue, ou qui pourraient avoir du mal à accéder à certains sports et du coup, bah, j'avoue que, il y a certaines vannes ou certains trucs, qui ont été maladroits, qui ont été mal faits et du coup, tu comprends l'espèce de bad buzz ou la petite vague de celle-là, elle fait mal. Celle-là, honnêtement, elle fait chier parce que, bah, elle pique et souvent c'est construit. C'est pas juste de l'insulte, c'est pas juste du gif ou de la remarque, décérébrée sans argument, sans rien. C'est souvent des petits pavés bien construits qui picotent et où tu te dis: «Tu as raison» et tu es en mode: «Fais chier, tu as raison, quoi». C'est oui, désolé, bah, voilà, my bad, ça arrive. On peut pas tout faire, toujours bien. C'est chiant quand ça arrive et j'essaye de prendre conscience qu'on a qu'on véhicule des paroles, des valeurs ou des choses et que, même si c'est à petite échelle, bah, on véhicule quelque chose et c'est pour ça que j'essaye de véhiculer le côté humain dans le sport, pour dénoter un peu avec le côté performance qui, à mon sens, est trop présent sur les réseaux. On parle trop de performance et pas assez de bien-être et de juste kiffer son aventure, kiffer aller rouler entre potes, kiffer faire un I mais faites un Ironman même pour le fun. J'ai l'impression que personne fait un Ironman pour le fun. Tu sais juste ou, pas d'Ironman, moins 10K juste pour aller courir et pour le fun bah, j'ai kiffé ma journée en fait. J'ai passé une putain de journée avec mes potes, c'était trop drôle, c'était fou. J'ai adoré ce qui s'est passé, point barre. On ne demande pas de chrono, pas de gestion, pas de tu kiffé, point, ça s'arrête là. Je trouve que ça manque et donc du coup, amener ça. Et après, il y a, évidemment la minorité de
haters ou de mecs, c'est souvent des mecs, décérébrés. Malheureusement, c'est souvent des mecs. J'ai rarement de haters féminins, qui viennent et qui, te chient dans les bottes pour aucune raison et tu prends des insultes gratuites, tu prends des jugements gratuits. Ça, c'est assez facile de s'en détacher parce que, tu vois que le mec est ou que les mecs qui viennent à ce moment-là sont un peu cons et tu te dis: Ça n'a aucun sens, enfin, ça me touche pas du tout». Ça, pour le coup, ça va, ça c'est plutôt quand c'est construit, quand c'est fondé, que ça touche quelque chose sur lequel tu as mis du temps, de l'énergie en te disant: «Ah, ça va faire sourire des gens, ça va apporter ça va égayer des journées» et qu'en fait, tu prends une vague de: «Bah, ça m'a fait chier». Ah, c'était pas le but, c'était pas l'objectif initial et là, le bad buzz, il est un peu chiant. Par contre, que la plupart du temps, ça reste bon enfant et c'est plutôt une source de motivation. 99 du temps, c'est une source de motivation et ça permet de connecter aussi avec d'autres athlètes, voir d'autres problématiques, de discuter. Là, j'ai fait un Aerox, il y a 10 jours. J'ai découvert, la communauté aeroxeur et de mecs qui font des aerox et ça m'a reconnecté aux triathlètes qui en faisaient des aerox et ça m'a permis de discuter d'un nouveau sport, d'un nouveau truc, d'une autre façon et d'avoir d'autres scopes et d'autres visions là-dessus et ça, je trouve toujours ça intéressant d'échanger, de confronter sa vision avec d'autres sports, des nouvelles façons de penser, de réfléchir, c'est de structurer son entraînement aussi. Donc c'est toujours, intéressant. 99 du temps, ça donne des trucs très cool, très positifs et c'est une aventure qui est pompeuse en énergie aussi. Parce qu'il faut pas croire qu'un réel, c'est, la caméra, on publie et c'est fait. Mais c'est assez cool à vivre. Benjamin, je vais te poser la traditionnelle dernière question du podcast. Alors, on aurait pu discuter encore pendant 3-4 heures, hein. Ce qu'on Oui. s'était dit en off, il y avait tellement de sujets à aborder qu'on aurait pu discuter encore pendant de longues minutes, mais tu es pris également par le temps avec un rendez-vous très important et si tu n'y vas pas, je pense que ton épouse ne te laissera pas passer. Et baby non plus potentiellement. Voilà, exactement. Alors, la traditionnelle dernière question, Benjamin, qu'est-ce que tu fais quand tu es à côté de tes pompes? C'est-à-dire quand il n'y a pas de sport dans ton menu, que ce soit le sport que tu pratiques, les athlètes que tu encadres ou les vidéos, posts que tu peux faire en lien avec ton compte lié au sport également? Ce serait pas une question liée à ce super podcast que les auditeurs vont liker, commenter, noter, sur toutes les plateformes disponibles à tout hasard? C'est on compte sur vous là-dessus. Évidemment qu'il y a des journées où ça va pas, évidemment qu'il y a des journées où je suis dans le mal, je suis démotivé, j'ai pas envie, et en fait, j'ai appris avec le temps à juste l'accepter. Juste me dire, aujourd'hui, c'est à dissocier la flemme de vraiment je suis à côté de mes pompes. C'est 2 choses un peu différentes. Ce truc de je suis rentré du taf, je me mets dans le canapé et je dois repartir une demi heure après. Ça, c'est de la flemme. Ce truc de ah aujourd'hui je me lève, je suis déjà fatigué, j'ai pas envie, c'est trop tout est trop compliqué, tout est trop dur, j'ai même pas envie d'aller courir, j'ai une séance de frac. À ce moment-là, généralement, j'essaye de m'écouter et de me dire: «Bon, on passe la semaine de récup, à cet endroit-là et de chill, on laisse passer l'orage en gros, on l'accepte, on dit: «Bah, OK, voilà, il y a un orage, c'est pas grave, ce sera pas la semaine où tu seras performant» et dézoomer un peu de juste la séance, juste la journée, juste cet orage-là, dézoomer à l'année et se dire: il y aura des orages, il y aura du beau temps, il y aura de la canicule, il y aura du frais, il y aura un peu tout ça dans le scope de ton entraînement à l'année et c'est tout ça qui fait que tu vas progresser. C'est en le prenant en compte, c'est qu'à la fin, la ligne, la courbe, elle est annuelle. La courbe de progression, elle est annuelle, elle est pas journalière. Donc en dézoomant, tu déculpabilises aussi, très fort et tu te dis: «C'est pas très grave aujourd'hui, demain, pendant 3-4 jours, là, je suis pas bien». Et c'est ce que j'essaye de faire avec les femmes qui ont leur menstruation que je coach. Généralement, la 2-3 jours avant et 3 jours après, elles sont pas bien, elles sont pas dedans, elles ont mal au dos, elles sont en méforme et du coup, à ce moment-là, essayer de gérer pour mettre une période de décharge. Je fais passer ce message-là en même temps parce que c'est hyper important. Il y en a plein qui essayent de charger, de tenir leurs entraînements à ce moment-là et ça me fait penser à ça. Mais, c'est hyper important justement au contraire de décharger et de se dire: «Bah non, tranquille, on va plutôt aller se faire du bien, prendre un bain chaud, se relâcher, se détendre». C'est pas le moment où il faut surcharger forcément la machine, évidemment en fonction de tout un tas de facteurs externes. Mais voilà, donc je dirais, je laisse passer, j'attends, je fais le dos rond, je laisse passer. Alors, Benjamin, quelles seront les prochaines échéances? L'arrivée du bébé, c'est une grosse étape, un gros événement, un gros col à passer, sans La mauvais plus jeu de mots. importante. C'est ça, alors c'est pas mon col qui a passé, mais oui, on va essayer de passer ce col-là en gestion. Est-ce que ça t'angoisse, t'inquiète, te fait peur ou tu le prends avec beaucoup de simplicité comme tout ce que tu peux vivre dans ton quotidien?
Non, alors je pense que la simplicité n'est qu'une façade de gestion, évidemment, comme tous les mecs, qui ont de l'humour ou je pense que, c'est Orelsan qui dit ça, pourquoi les mecs les plus drôles sont souvent les mecs les plus tristes. J'ai un parcours de vie qui fait que, c'est pas très grave, il y a rien «d'insurmontable» entre guillemets et j'arrive à relativiser assez facilement, dessus et j'ai cette force-là, mais pour autant, je vais être papa, j'ai pas de repères, j'ai plus de père moi à l'inverse, donc j'ai plus de racines. Il a jamais été trop présent, il a beaucoup, beaucoup bossé cette génération de, papa va bosser, de 6h30 à 20h et maman s'occupe des enfants globalement. Donc je le voyais vite fait le week-end, mais pas tant. Et du coup, aujourd'hui, essayer d'avoir des repères ou de savoir quoi faire ou avec qui échanger et en parler. J'aurais bien aimé discuter avec mon père de la parentalité, de tout ça. Du coup, je me retrouve un peu vide et un peu, à court de moyens ou de je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui m'attend. C'est un saut dans l'inconnu et je le prends un peu comme l'écriture du livre, comme le lancement sur un Ironman ou se lancer dans une activité d'auto-entrepreneur quand on est ingénieur et prendre ce risque-là. Je le prends comme je saute et je vois après. Et de toute façon, là, j'ai pas le choix. Mais du coup, c'est à un moment, je débranche le cerveau et quand ça me prend trop la tête, je fais juste en mode: «Écoute, on verra, tu feras du mieux que tu peux, tu verras ce qui se passera et advienne que pourra sur les prochains mois». Là, c'est prévu pour dans 6 semaines. Derrière, je me suis mis l'objectif ambitieux de faire l'UTMB en version, OCC, donc 60 kilomètres et 3 500 en fin août. Donc le 24 août, on va essayer de faire ça bien avec une équipe de monteurs. On va en faire je pars avec Run Connect que tu dois connaître. On va faire ça à 2 avec une équipe de monteurs. On veut en faire un film, pas forcément sur la performance, alors lui, il porterait un peu plus la performance, mais moi, je veux justement apporter ce côté humain, jeune papa, comment on s'entraîne, avec un enfant qui te défonce tes nuits, de ce qu'on m'a dit. On verra, ce qui est vrai et essayer d'être, voilà, sans fil de comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on se pointe le jour de la course, comment est-ce qu'on remet les critères, importants et c'est même si c'est l'UTMB et que du coup, moi, ça me fait, je suis fan absolu. C'est comme l'Ironman, je reste fan de la première heure des sports d'endurance. Donc, j'ai un frisson quand je dis l'UTMB et ça me fait presque suer de pas arriver au top de ma forme. Mais d'un autre côté, bébé est plus important qu'un UTMB et sera toujours le cas. Du coup, ça relativise l'échelle d'importance. Mais du coup, je vais faire l'OCC fin août avec un enfant et l'idée, c'est de faire les deux. Et ce qui me motive là, pour le coup, c'est la finish line avec mon enfant dans les bras. Et ça, j'avoue que c'est déjà en train de me foutre les frissons et les poils et de me dire ça, si j'arrive à faire ça et big up à ma femme qui du coup on s'est mis d'accord, on va tanker parce qu'elle sera en postpartum, pourra pas faire de sport, donc on va se répartir différemment pendant ces 2-3 mois-là. Et par contre, on s'est déjà dit, parce qu'on est un peu fêlés, on s'est déjà dit qu'elle s'inscrirait au marathon du Mont Blanc et qu'en juin prochain, elle serait au départ des 90 kilomètres du marathon du Mont Blanc. C'est l'objectif de reprise derrière, enfin de reprise. C'est 1 an après. Donc on se dit 1 an après réussir à refaire un ultra trail et là, à ce moment-là, c'est moi qui me mettrais de côté, qui m'occuperais de baby et qui la laisserait s'entraîner et faire ce qu'il faut. Donc voilà. Benjamin, si les auditeurs veulent te retrouver sur les réseaux, comment on peut te retrouver justement? Sur Instagram, coach SDD, c'est là que je suis le plus actif. J'ai aussi un TikTok, mais je téléverse dessus, donc je suis pas hyper actif sur TikTok. Mais aussi un TikTok, coach SDD, coach.s.d.d, coach pour mon boulot, SDD pour sportif du dimanche, aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Et il y a aussi une page YouTube où je suis un peu moins actif là, mais j'essaye d'augmenter la qualité et de diminuer la fréquence. Du coup, il y a moins de contenu, mais j'essaye de faire en sorte qu'il soit plus travaillé. Du coup, ça prend du temps et donc il y a moins de fréquence d'apparition. Mais du coup aussi sur YouTube, coach SDD, pareil, le même titre. Il y a tout dessus et globalement, c'est mes seuls canaux, de de travail. Bon, bah, je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Et Benjamin, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être venu échanger autour du micro aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, Seb. Et chers auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.